Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo The Old World Tactica Meta Old World, le top 3 Force Fantastique avec Maître Corbac. Alors, Maître Corbac, bonjour, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Bonjour à toi Phil, bonjour aux viewers. Aujourd'hui, on va commencer par un petit top 3 des Forces Fantastiques. C'est-à-dire que pour chaque bouquin, on va vous présenter notre petit top 3, les 3 unités qui nous plaisent le plus, qui brillent le plus, et des fois qui sont les plus efficaces aussi, on va pas se mentir. Pour les armées, alors on va appeler ça les armées du bien. Vous connaissez mon avis, ça peut pas être le bien s'il y a les hauts elfes dedans. Mais bon, ça on fera la blague encore une fois un petit peu plus tard. D'accord, alors peux-tu avant de te lancer donc dans ces forces fantastiques et ce top 3, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le top 3, comment tu vois ça ? Parce que bon, ça paraît un petit peu mangeur d'enfants de dire attention, j'en sors le top 3. Quelle a été ta démarche par rapport à ça ? Ouais, ma démarche a été assez simple en fait, c'est de regarder les 3 unités qui, entre guillemets, où vous allez les jouer, globalement, vous n'allez pas faire un mauvais choix. C'est-à-dire, si vous aimez les jouer, si vous aimez, on va tout de suite prendre l'exemple d'un Noël, si vous aimez jouer un dragon, un seigneur elfe sur dragon, vous avez la possibilité de le jouer, ça va être fort. Si vous aimez les gardes maritimes, par exemple, c'est une très bonne unité. Et donc, en fait, ça permet à un joueur, quand il ne connaît pas forcément très bien l'armée, parce que ça peut être une première partie ou autre, s'il va voir l'une de ces 3 unités en face de lui, déjà, il saura qu'il doit s'en méfier un tout petit peu, et puis il connaîtra un petit peu les premiers tricks, les premiers trucs un petit peu importants à savoir. Donc, en fait, ça va être un top qu'on va faire donc avec les différents bouquins, que ce soit le Force Fantastique, l'Ordre Sauvage ou les différents Legacy. Et ça va permettre tant aux joueurs qui jouent l'armée, des fois, de voir une unité auquel ils n'auraient pas forcément pensé, ou aussi aux joueurs qui affrontent l'armée, qui ne la jouent pas, d'avoir des premiers tricks et des premiers actes, en fait, pour commencer à se protéger un petit peu des combos un petit peu forts qu'on pourrait avoir en face, quoi. Yes. Bon, bref, on va sortir les préférés de Maître Corbac aussi, parce qu'il y a quand même un petit peu de temps en temps, c'est un petit peu aiguillé, on va dire. Et on va tout de suite commencer par une de tes factions de cœur, à savoir les barbus, les nains. Et dans ces nains, la première unité que tu as choisie, ce sont les rangers. Donc, que peux-tu nous dire sur les rangers ? Comment tu les joues ? Quel format ? Ainsi de suite et ainsi de suite. Alors les rangers, c'est une très bonne unité parce qu'elle est très polyvalente. Faut savoir que c'est une unité qui est normalement assez compliquée à avoir parce elle est en rare, mais en fait, quand vous jouez nain, vous pouvez avoir une unité de ranger en base. Donc autant vous dire que vous allez souvent l'avoir parce que pour remplir les 50% obligatoires, les 25% obligatoires par contre, c'est quasiment un must. C'est une unité qui va être bonne au corps à corps parce que vous avez l'opportunité de leur mettre des armes lourdes notamment. Alors on le sait, le nain avec arme lourde, c'est toujours efficace. On a vu Gimli avec sa hache à 2 mains dans Le Seigneur des Anneaux, ça découpe. Vous allez avoir des arbalètes. Et en fait, vous allez avoir une assez bonne CT de base. Donc, on est sur une CT de 4. Donc, ça veut dire que par défaut, quand vous êtes à moins de 15 pouces de l'adversaire, si vous n'allez pas bouger, vous allez toucher sur du 3+. C'est déjà très intéressant. Et ça permet de compenser aussi, parce que les arbalètes infligent un modificateur de -2 quand vous bougez avec. Donc, en fait, même si vous bougez et que vous tirez à long, vous allez toujours tirer sur du 6. Donc, au final, vous avez toujours une bonne capacité de tir, quel que soit, même si vous êtes dans les moments où vous êtes en train de vous positionner ou des choses comme ça. Et après, en termes de tanking, on est sur du nain. Donc, on est sur de l'endurance 4. Moi, j'aime bien les jouer clairement avec leur payer le bouclier en plus. Ça leur laisse toujours le choix comme ça quand vous êtes au corps à corps. Alors, vous commencez à monter un petit peu, en coup. Mais vous allez avoir une unité qui va être capable d'encaisser les tirs. Donc, endurance 4, armure lourde, bouclier, donc une save à 4. Qui va être capable de mettre des premiers pruneaux à distance, qui va taper à l'arme lourde au corps à corps. Et encore une fois, n'oubliez pas, The Old World, quand vous vous êtes chargé, les nains, en plus, n'ont pas de malus pour maintenir et tirer. Donc en fait, vous allez toucher quasiment avec votre CT et les dégâts que vous allez faire pendant la phase de contre-charge vont compter pour le résultat du combat. Donc vous allez avoir une unité qui va vraiment être capable de faire absolument tout ce que vous imaginez. J'ai même vu des joueurs commencer à faire des Death-Stars de nains, des Death-Stars de Rangers. Donc il y a un gros pack de Rangers, c'est de mettre les persos à l'intérieur. Alors qu'historiquement, c'était des unités qui étaient un petit peu solitaires. Et ce qu'il faut savoir en plus, qu'il faut vraiment pas oublier, c'est que ces unités-là ont pas mal de petites règles spéciales. En plus d'avoir les petits bonus des nains, donc le fait d'être un petit peu plus lent quand ils vont fuir, quand ils vont haïr les orques et gobelins, etc. Ils ont de la résistance à la magie. Et donc en règle sympathique, ils ont un mouvement à couvert. Donc ça permet
de relancer les tests de terrain dangereux et de pas subir le modificateur de -1 quand vous traversez un terrain difficile. Et ils sont surtout tirailleurs, donc c'est du nain dispersé, donc vous allez avoir une bonne ligne de vue. Et surtout, bah, on peut les infiltrer, ils ont la règle scout, et du coup, vous pouvez les placer n'importe où sur le champ de bataille, à plus 12 de l'adversaire. Donc ça vous permet vraiment de prendre une position qui est très intéressante pour vous, et de canarder l'adversaire dès les premiers tours. Et si vous vient vous chercher, bah, vous êtes un nain, donc il a intérêt à pas vous venir vous chercher avec n'importe quelle unité, quoi. Tu les joues en format combien de figurines? Moi, le pack que j'aime bien, c'est le pack de 15, avec bouclier, état-major complet, l'arme lourde, enfin voilà. On investit, on est sur une unité qui, dans cette combo-là, va coûter 228 points, mais elle fera le boulot. Elle fera clairement le boulot. En plus, vous avez la possibilité, si les tirs sont pas vraiment intéressants, de vous mettre en ordre serré, en ordre dispersé, pardon. Donc vous allez pouvoir récupérer vos bonus de rang si c'est intéressant. Donc voilà, hésitez vraiment pas à mettre un petit peu de points là-dedans. Encore une fois, quand vous prenez l'unité en base, elle va vous permettre d'atteindre vos 25% obligatoires assez facilement. Donc voilà, c'est une très très bonne unité et vous allez vous éclater à les jouer, quoi. Yes, est-ce que tu peux nous rappeler la règle résolue, s'il te plaît? Ouais, résolu, bah c'est la règle de petite jambe, hein. Donc il y a plus de il y a plus de bidons que de guibolles chez les nains. Donc en fait, ils ont -1 à leur distance pour tout ce qui est fuite et poursuite. Donc les mouvements aléatoires de fuite et poursuite, bah, vous allez lancer 2d6, faire -1. Et pareil, si vous vous repliez en bon ordre, vous allez faire 2d6, prendre le plus bas et faire -1. Donc pas le plus haut, pardon, et faire -1. Donc faut savoir que vous allez courir un petit peu moins vite que les autres. Mais bon, dans tous les cas, un nain, ça fuit pas. Et pour finir, donc toi tu ne les prends pas avec les pistolets, hein, comme tu l'as dit au départ, tu les prends avec les arbalètes. C'est possible de les jouer avec le pistolet, notamment, enfin de jouer le champion avec pistolet. Mais globalement, vous prenez pas trop la tête, restez sur l'arbalète. Il a une bonne CT, hein, le champion, c'est pas un problème. Mais vous allez déjà mettre pas mal de points dedans. Autant avoir un petit tir en plus d'arbalète avec une meilleure CT que d'investir dans les pistolets avec est-ce que je suis à portée de tir par rapport à de l'unité ou pas. Donc voilà. Yes, eh ben écoute, très bonne unité, 15 rangers, donc en infiltration, enfin en éclaireur, pardon, avec une résistance à la magie et ainsi de suite, et la haine des orques et gobelins, comme tu l'as dit. En fait, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les tirailleurs, par exemple, si vous avez votre unité on va dire unité de 10 qui est en 5 et 5, vous devez quand même avoir une ligne de vue à travers vos propres figurines. Donc les 5 de derrière doivent voir les unités qu'il y a devant. Et en fait, c'est pas très compliqué de vous espacer un minimum pour voir à travers les figurines. Si vous collez par contre votre tirailleur, là, vous serez impacté par les lignes de vue comme n'importe quelle unité, quoi. Ah d'accord, c'est figurine par figurine. Bah, c'est une bonne précision parce que je le jouais pas comme ça, donc merci maître Corbac. Et dernière précision sur ça, n'oubliez pas que, encore une fois, c'est même précisé dans les règles, votre deuxième rang, il tire sur une unité qui est trop cachée par ses propres figurines, les figurines vont filer un couvert à l'adversaire. Donc attention quand vous vous mettez en colonne, etc. Vous pouvez vous retrouver avec des malus pour toucher parce que vous avez mal placé vos figurines. Encore une fois, The Old World n'est pas un jeu d'intention, c'est un jeu de figurines. Le placement est vraiment très important. Donc voilà, c'est des mécanismes et des règles à bien avoir. Déjà pour pas voler votre adversaire et surtout pour pas vous sentir voler si votre adversaire vous met des touches avec une meilleure CT qu'il le devrait, quoi. Ah, c'est vrai que la règle tirailleur est déjà très forte, donc en plus de ça, si elle permet de tirer, elle permet de tirer à 360, donc si en plus de ça, elle permet de tirer à travers ses propres figurines, effectivement, c'est un petit peu trop fort. On passe maintenant à la deuxième unité, la catapulte à rancune. La catapulte à rancune, la bonne vieille catapulte. Ne sous-estimez pas les machines de guerre à The Old World. Vraiment, ne les sous-estimez pas. Être capable de mettre des gros pruneaux sur la tronche de l'adversaire, notamment les monstres, les choses comme ça, c'est très sympathique. En fait, quand vous jouez nain, vous allez être dans une course contre la monstre. Vous avez des unités capables de vous impacter très fort en face, ça vous le savez. Mais en fait, il faut que vous arriviez à les forcer à vous charger ou à les forcer à se précipiter. Si vous laissez l'adversaire manœuvrer comme il le veut, vous encercler, vous charger de tous les côtés, bah là, vous allez perdre. Vous voyez, hein, en martelier, vous avez l'unité qui est la plus... je pense que c'est l'unité que tout le monde attendait à voir dans ce top 3, hein, le martelier avec la rune d'hésitation, etc. Bah, les marteliers sont très bons quand ils se font charger de front par des unités. Donc ça, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut mettre un pack de martelier sur la table et dire à l'adversaire, viens me chercher.
Et si vous lui mettez pas la pression avec des tirs, avec des petites unités de mouvement, etc., en fait, l'adversaire pourra toujours vous charger comme il l'entend et ce sera jamais votre jeu. Une fois que vous bougez de 3 en un. Donc, même si avec les colonnes de marche, avec l'enclume, vous allez pouvoir être un petit peu plus mobile, vous restez une des armées les moins, si ce n'est la moins mobile du jeu. Et c'est pour ça que les machines de guerre sont très très fortes. C'est vraiment pour mettre une petite horloge, un petit chronomètre à l'adversaire qui lui dit bah, mon pote, la partie, elle va se jouer en 6 tours. Tu as 2 tours pour te poser. Moi, pendant les tours où tu vas juste te positionner, je vais te mettre des gros rochers dans la tronche et on va voir si ton unité elle arrive en bon état au moment où il le faut. Pour ça, la catapulte des rancunes est très très bien. Moi, je lui mets toujours soit une rune de forge pour relancer une fois par partie un dé d'artillerie, parce qu'on n'aime pas avoir ces machines de guerre qui explosent. Si vous en avez plusieurs, n'hésitez pas à investir dans un petit ingénieur qui, en aura, permettra aussi une fois par tour de relancer un dé. Ce qu'il faut savoir, c'est que mathématiquement, sur une game qui fait 6 tours, chaque machine de guerre va faire un incident de tir. Si vous la faites au T6, vous en foutez. Si vous la faites au T1, votre machine explose, c'est vraiment galère. Donc, protégez-vous, mettez bien la pression sur l'adversaire. L'utilisez pas pour essayer de grid un 4 pour essayer de le transformer en 2 pour toucher votre machine. Non. Ce qui compte sur vos machines de guerre, c'est qu'elles puissent tirer le plus longtemps possible. Donc si vous faites un incident de tir, vous claquez votre une. Sinon, bah, vous acceptez que le tir ait retourné un petit peu de pelouse. Et puis, c'est pas grave, vous engueulerez avec le jardinier, quoi. Sur le green. Ok, on passe tout de suite à la troisième unité avec ces nains. Donc la troisième unité nain, c'est les Iron Breakers, c'est ça? C'est des dracs de feu. Les dracs de feu. Ouais. Donc les brise-fer, mais de tir. Très très bonne unité. Vous pouvez les jouer de deux manières. Son unité indépendante, son détachement. L'unité indépendante est pour moi la plus intéressante à cause d'une option, les torpilles à troll que vous pouvez mettre sur le champion, qui ont, on va pas se le mentir, c'est un profil de 40k, portée 24 pouces, force 8, PA-3, fabriqué par les nains, donc pas de malus quand vous tirez en contre-charge, attaque enflammée et surtout dégâts multiples D3. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'Iron Warden, donc le champion des Iron Drake, a une CT de 5+. Ah oui. Donc vous êtes sur un très bon pruneau qui va très souvent toucher, force 8, PA-3, damage D3. Encore une fois, c'est du 40k. Donc vous pouvez voir des listes avec 3 packs d'Iron Drake en rare qui vont être là pour aller mettre la pression, encore une fois, hein, sur les gros, sur les machines de guerre, aller dégommer du troll. Hein, c'est fait pour, c'est enflammé, damage multiple. Et surtout, bah, les Iron Drakes sont une très bonne unité de base, hein, avec un bon tanking. C'est du nain costaud, c'est du nain teigneux. Au corps à corps, ça fera pas des miracles, hein, c'est pas un pack de brise-fer ou un pack de martelier. Mais voilà, c'est une très bonne unité. Enfin, si vous voulez jouer en détachement, vous pouvez les mettre en détachement des brise-fer, par exemple. Faut savoir que dans un détachement, vous pouvez pas avoir l'état-major. Donc, vous n'aurez pas de champion, donc vous n'aurez pas de torpille à troll. Donc, c'est quand même à prendre en compte. Mais même en escouade de détachement, en support, pour faire du tir de contre-charge, ou même des fois simplement pour charger le flanc d'une unité après qu'elle se soit empaffrée dans les brise-fer, bah, ça vous permet vraiment d'avoir un petit peu de possibilités, d'aller peut-être bloquer les rangs adverses, etc. Donc, voilà. C'est une très très bonne unité, que ce soit en détachement solitaire, en unité solitaire, pardon, ou en détachement en complément des brise-fer. Yes. On a fait le tour de tes 3 unités top nains, si j'ose dire. Ouais, exactement. On va passer maintenant à l'Empire. Alors, l'Empire, unité bien sûr, une faction ultra iconique de Warhammer Battle et de The Old World. Et on commence tout de suite avec les prêtres d'Ulric. Donc au nord. Ouais, tout à fait. Tout au nord, tout au nord. Il n'y a pas les corons, il y a des loups dans l'Empire. Alors, le prêtre d'Ulric, que vous le jouez en normal ou en grand prêtre, hein, vous avez 2 choix. En gros, le mode héros à 2 points de vie, le mode seigneur à 3 points de vie. C'est un très bon personnage parce qu'il a des prières. Et il a notamment une prière qui est très très intéressante. Alors, elles le sont toutes, mais il y en a une qui va être un peu plus intéressante que les autres, comme d'habitude. C'est en fait une prière qui va vous permettre de gagner dégâts 2 sur vos armes. C'est la colère de l'hiver, je crois, le Wrath of the Winter en anglais, donc j'imagine que c'est la colère de l'hiver en VF. Le courroux de l'hiver. Courroux de l'hiver. Donc voilà, ça
permet donc jusqu'à votre prochain début de tour, donc le tour adverse, enfin votre tour et le tour adverse. Cette figurine, la monture et toute unité qui la rejoint qui passe en dégâts multiples 2. Alors, de prime abord, on se dit c'est très intéressant parce qu'on va avoir des chevaliers, des mecs comme ça qui vont taper de la match 2. C'est vrai. Et si vous êtes quelqu'un dans mon genre, vous vous dites mais si je mettais des escorteurs avec des flingues, parce que c'est pas marqué que c'est que au corps à corps. Et là, d'un seul coup, vous avez beaucoup d'unités. Quand elles commencent à faire du dégât 2, en termes de pruneaux, c'est pas la même chose pour l'équipe en face. Donc, vous pouvez commencer à envisager des petites destars de tir avec des cavaliers de tir, des escorteurs qui vont mettre leurs 3 tirs d'arquebuse à répétition, qui vont être capables de faire du dégât 2. Et encore une fois, là, on n'est pas loin de 40k, 3 pruneaux force 4, et à -1, dégâts 2. On a encore une fois l'impression qu'on change de jeu, quoi. Et alors, le fluff est pas tellement respecté, on va pas se mentir. Ulrich, voilà, c'est un dieu du Nord, c'est des gros barbus avec des gros marteaux qui se tapent sur la tronche. En gros, c'est des nains mais qui savent monter à cheval. Ah, on n'est pas vraiment dans le lore. Mais en termes d'efficacité, faut le prendre en compte. T'as pas honte, franchement. Alors, on rappelle que la règle régénération, si vous faites dégâts 2, ça veut dire qu'il faut faire, si vous avez régénération 6, il faut faire un double 6 alors. Non, il faut en faire qu'une. Les points de vie sont multipliés après. C'est pas comme à 40k. Donc, si l'adversaire ne fera qu'une fin, il fera une sauvegarde d'armure. S'il a une invulnérable, il en fera une. S'il a une régène, il en fera une. Et s'il le loupe, il appliquera le dégât multiple. D'accord, bon, ça va. Donc les trolls sont à peu près safe. On passe maintenant au demi-griffon. Là encore, du léger. Hein. Donc les prêtres d'Ulrich, on a dit, le prêtre d'Ulrich, donc personnage. Et là, demi-griffon, on est sur du spécial. Donc ouais, le chevalier griffon. Enfin, demi-griffon. L'unité est fantastique depuis toujours, hein, globalement. On est sur un bon mouvement 7. Les mecs les griffons en eux-mêmes ont 3 d'attaque, force 5. Les cavaliers, vous pouvez, pareil, ils ont une attaque par tête, leur force 4 de base, mais vous mettez soit une hallebarde, soit une lance de cavalerie. Une lance de joute, pardon. Vous pouvez avoir une armure de plate. Ils ont toutes les règles spéciales qui vont bien. Ils ont la contre-charge, ils ont la première charge. Ils sont rapides, ils causent la peur. Ils ont tout. Voilà. Tout ce qui est cool, ils l'ont. On est sur de la cavalerie qui a 3 points de vie, donc encore une fois 3 PEV en ducal, sève à 2+, donc c'est tanky. Vous pouvez les jouer par 2 si vous voulez mettre des petites unités, vous pouvez gonfler les effectifs. Voilà. C'est un must-play dans quasiment toutes les listes impériales. Ça fait le boulot, quel que soit le boulot que vous demandiez, même si c'est juste d'avoir deux petites figurines qui vont aller emmerder l'adversaire, ils savent très bien le faire. Si vous voulez faire un gros pack bien burné avec un patron templier à l'intérieur, ils vont faire le boulot comme il se doit. Tous les joueurs qui ont joué contre l'Empire détestent les demi-griffons, j'en fais partie, mais du coup, mettre en avant quand c'est bien fait, quoi. Ouais, en plus la figurine est quand même assez classe, elle arrive de la fin de la V8, donc on est sur de la figurine quand même qui reste encore assez moderne, donc c'est vrai que c'est une belle fille, c'est une fille qui a de la présence sur table et qui représente sur table ce qu'elle est, c'est-à-dire un gros thon. Faut quand même dire ce qui est, le demi-poulet ne picore pas que du grain, hein, clairement. Est-ce que par exemple sur les demi-griffons tu joues habituellement l'état-major complet ou est-ce que pas forcément? Pas forcément. Moi, pour les unités d'infanterie et de cavalerie monstrueuse, je commence de plus en plus à supprimer le personnage, le champion à l'intérieur. Parce qu'en fait, pour éviter de se faire charger par un monstre et qu'il se fasse défoncer, et du coup de se retrouver dans un cas où le défi serait à mon désavantage. Ouais, tout à fait. Donc je commence de plus en plus à le retirer. La bannière, faites attention, si votre pack meurt, vous allez filer 50 points bonus à l'adversaire, donc vous n'avez pas forcément envie de le faire. Donc sur un pack de 1 ou 2, ne pas mettre d'état-major du tout, c'est pas déconnant. Donc quand vous allez commencer à monter en effectif, mettre un personnage à l'intérieur, là mettez au moins un personnage, un champion, pour avoir un choix dans le défi, que ce soit votre champion, soit votre héros qui fasse le combat. Le musicien est toujours agréable. Je veux dire, j'ai déjà perdu un patron orque noir parce que je fais une égalité sur les demi-griffes. Je me prends un coup de bignou, je loupe mon test de com, je me fais rattraper. Bon, y a rien de plus humiliant que d'avoir un personnage qui fuit à cause d'un mec qui joue de la cornemuse en face. Mais c'est le jeu de The Old World, c'est comme ça. Dans tous les cas, il va falloir bien choisir ce que vous faites parce que c'est une thé qui coûte cher.
On n'est pas sur des unités offertes. Si vous en mettez juste 3 avec l'armure de plate, la lance de cavalerie, enfin pardon, la lance de joute et le champion, vous êtes déjà quasiment 200 points les 3 figurines. Donc faut quand même accepter que si vous faites n'importe quoi avec, vous allez le payer très cher. Mais c'est quand même une unité qui a des stats qui va pardonner quelques erreurs. Yes, oui, elle est extrêmement tanky. On passe maintenant à la 3e unité de ce top 3, avec là encore une unité spéciale et un grand canon. Je suis un peu étonné, beaucoup de gens disent que les machines de guerre c'est beaucoup moins fort qu'avant. Maintenant je pense qu'il faut faire table rase du passé, et t'as bien raison. Et donc le grand canon, pourquoi le grand canon ? Pourquoi le grand canon? Alors déjà parce que c'est méga classe de mettre de l'artillerie sur un champ de bataille. Voilà, c'est la première étape, donc ça devrait suffire en termes de justification. Et ensuite, on est sur un tir qui ne déconne pas, il tire à 60 pouces, force 10, PA-3 de base, armor bane 2, donc ça veut dire que si vous faites un 6 pour blesser, le mec va te prendre un PA-5. Donc autant dire que sa sauvegarde d'armure, il oublie, on est capé à 2+, The Old World. Et surtout qu'il va faire des dégâts multiples D3+1. Donc vous allez faire entre 2 et 4 points de vie quand vous allez traverser quelque chose. C'est très fort. Il y a beaucoup d'unités qui aiment pas ça. Si vous pouvez les placer sur les flancs de l'armée, vous allez pouvoir faire des tirs d'enfilade et dégommer des unités complètes de cavalerie, etc. Pour taper dans les monstres, tout le monde dit que les monstres sont très très forts. Mettez des machines de guerre, vous allez voir des monstres qui vont commencer à transpirer un petit peu du front. Comme on l'a dit pour les nains juste avant, à partir du moment où vous mettez une petite cloque, une petite horloge sur la tête du monstre adverse, il va faire des boulettes. Parce qu'il devra aller au chaud pour éviter les problèmes. Et à partir du moment où vous forcez l'adversaire à faire des erreurs, forcément vous êtes en avantage. Le grand canon va servir à ça, va être une source de dégâts assez importante, va vous permettre de gérer des unités qui sont un petit peu pénibles quand vous jouez en pire, donc les monstres en tête. Si vous ne le jouez pas, clairement, vous allez avoir toujours une petite galère à vous dire comment je fais pour gérer ça, comment je fais pour gérer ci, etc. Si vous affrontez du bretonien, un beau fer de lance déteste prendre un gros boulet de canon qui traverse son unité de part en part. Les balistes font ça très bien, les grands canons font ça comme personne. On part sur de la PA-3 force 10 tout le long. Autant vous dire qu'il va se passer des trucs sales. Petit tips que les anciens joueurs de Battle connaissent très bien, quand vous voulez viser une figurine particulière, vous allez viser l'arrière de son socle et le point initial du canon, vous allez le mettre à 10 pouces du point que vous visez. Parce qu'en fait, avec les deux dés d'artillerie, c'est là où vous aurez la plus grande probabilité de toucher la figurine qui vous intéresse. Oh. Et alors, tu mets des maîtres. Enfin, est-ce que tu mets des personnages pour relancer parce que bon, 125 points, il n'est pas gratos quand même, le grand canon. Contrairement au nain, vous n'avez pas accès aux runes. Vous avez uniquement accès à l'ingénieur impérial. Je rappelle qu'il n'y a pas un mauvais choix en soi. Mon principe, c'est le problème d'un ingénieur, c'est que ça va vous obliger à jouer vos machines de guerre groupées. Si vous les jouez groupées, c'est-à-dire que vous allez vous fermer des possibilités par rapport aux tirs d'enfilade ou des choses comme ça. Et pareil, si l'adversaire d'où j'ai des unités assez rapides, il va être capable de charger un canon, consolider sur le deuxième, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ça par rapport au placement. Mais si vous prenez ça en compte dans votre partie, c'est-à-dire que vous commencez à anticiper une batterie d'artillerie en mettant 2 grands canons et peut-être soit un feu d'enfer à l'avant ou une batterie tempête de feu. Voilà, clairement, vous allez dans tous les cas investir dans des unités pour protéger vos machines de guerre. Et dans ce cas-là, mettre un ingénieur est une très bonne chose, quoi. Surtout avec le petit long fusil du Auckland qui met un petit pruneau force 4 de temps en temps, toujours agréable. Eh ben on en a fini avec l'Empire. Je vous invite à bien relire la règle du boulet de canon, parce que si vous avez des obstacles sur la table, n'oubliez pas que ça peut arrêter le boulet de canon. On est bien d'accord là-dessus. Ouais, exactement. Les obstacles, les forêts, les collines. Un boulet de canon ne traverse pas le flanc d'une colline. Et aussi les créatures monstrueuses, en fait, vont arrêter, le boulet ne les traverse pas. Donc voilà, c'est des choses à anticiper, des choses à savoir. Mais une fois que vous avez pris l'habitude, dans tous les cas, vous inquiétez pas, les boulets, vous allez vous éclater à jouer au quilles avec la figurine de l'adversaire. Par contre, si on est en bas d'une colline et que la figurine qu'on vise est en haut de la colline, on peut la viser. Oui, tout à fait. D'accord. En fait, si elle est de l'autre simplement côté. si votre boulet sur son rebond, donc sur son deuxième rebond, devait atteindre le flanc d'une colline, mais en fait, il
Ne prend pas voilà, il n'y a pas un petit escalier à boulet dans chaque colline, donc ça va l'arrêter. C'est important de le savoir, hein. Vous pouvez notamment cacher un petit peu vos machines de guerre quand vous êtes en duel d'artillerie. Vous pouvez cacher vos catapultes à l'arrière de la colline. Et en fait, les machines de guerre peuvent pivoter quand elles tirent. Donc en fait, pendant le tour de l'adversaire, il vous met des boulets de canon, vous êtes un petit peu caché derrière la colline. Vous allez pivoter, donc vous allez mettre une partie de votre socle à l'avant, comme ça vous pouvez tirer comme si vous étiez sur la colline. Enfin, il y a des petits tricks à avoir. Voilà. Mon Pas Dieu. pour rien que c'est des écoles d'ingénieurs. Les gens adorent faire bouger des angles, faire des mesures qui ne servent à rien, mais c'est toujours amusant. Comme c'est moche de jouer comme ça. Enfin, passons maintenant avec un petit peu plus quand même de gloire aux Bretoniens, un petit peu. Donc ton top 3 des unités bretoniens et à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le duc bretonien. Exactement. Le duc Breton, le régulateur de la méta. Monsieur, tu joues un gros, bah nickel, je viens de gagner l'armée. Le duc et voilà, à un certain niveau aussi, le baron bretonien ont des capacités pour découper des grosses figurines comme personne. Donc, ça va être principalement avec la vertu d'héroïsme, la première compo qu'on va voir. En fait, ça lui permet, s'il utilise une arme qui est non magique, au hasard une lance de joute, une lance de cavalerie, de gagner les règles coup fatal et tueur de monstres avec toutes ses attaques. Donc, on est sur un patron qui, quand il affronte à peu près tout sauf un char et une machine de guerre, hein, parce que globalement, c'est ça, bah, sur un 6 pour blesser, bah, l'adversaire n'aura pas de sauvegarde d'armure, il n'aura pas de régénération, il aura juste son invulnérable, et s'il le loupe, bah, c'est pouf mallette. Donc, vous avez cette première composition qui est là, qui est très très efficace. Pour cela, il y a encore une fois deux manières globalement de le jouer. Soit sur hippogriffe, donc vous allez augmenter son tanking, vous allez augmenter son nombre d'attaques. Alors, depuis la fac, l'hippogriffe ne bénéficie plus de l'ajout, de la valeur, enfin de la vertu, pardon. Avant, c'était le cas, hein. Avant, le griffon mettait des coups fatals et des attaques tueurs de monstres parce que son patron était magique. Bon, c'était un peu bizarre, mais voilà, la fac a clarifié ça, enfin, a changé des règles par rapport à ça. Donc ça, c'est la première étape, un peu plus tanky, un petit peu plus fort, mais il faut faire attention aux lignes de vue parce que là, on est sur un monstre et donc le monstre voit uniquement en face de lui. La deuxième version, ça serait une version qui serait un peu moins tanky, un peu moins de résistance, un petit peu moins d'attaque, c'est de le mettre sur Pégase. Donc vous avez le Pégase royal. De cette manière-là, il a 360 degrés de ligne de vue. Et là, vous allez clairement dire au monstre en face, ne te plante pas, tu te mets à portée de charge, je te découpe. Ah oui, clairement. Alors bien sûr, vous n'êtes pas à 100% de chance que ça passe, hein. Faut claquer le 6 pour blesser, etc. Mais la proba que vous touchiez est quand même assez élevée. Vous avez une bonne CC avec un duc, même avec un baron. Vous pouvez payer le petit objet magique qui vous permet de relancer les touches une fois par partie. Donc ça coûte une vingtaine de points, 25 points la pièce la Conmaster, j'ai oublié le nom en français. La pièce du trésorier payeur, je crois, qui est un objet magique commun. Et bah, en fait, ça vous permettra donc d'avoir vos 4 ou 5 attaques, selon si que vous soyez un duc ou un baron. Vous allez souvent toucher à 3 ou à 4 avec vos relances. Et après, s'il y a le moindre 6 qui passe, là, vous allez voir votre adversaire commencer à transpirer encore une fois. Donc voilà, très très intéressant. Et après, vous avez une petite autre version si vous voulez faire la même chose. Vous avez une autre vertu qui vaut un petit peu plus cher, qui vous donne la haine et plus des 3 attaques en charge. Et là, ça vous permet notamment, avec l'épée qui est tueur de monstres, d'aller essayer de faire la même chose, d'avoir une deuxième version. Est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. Déjà, avoir un duc, déjà, ça coûte cher. Ça va déjà faire le boulot. Est-ce que vous avez besoin d'un deuxième tueur de monstres? Pas forcément, mais encore une fois, c'est une possibilité que vous avez. À noter l'évolution de la méta qu'on a actuellement. On est sur un premier retournement. Tout le monde a vu que les monstres, c'était assez fort. Donc, du coup, tout le monde sort des tueurs de monstres. Le duc en tête, les machines de guerre en tête, hein. Il suffit de voir les unités dont on a parlé juste avant. C'est souvent des unités capables de mettre des bonnes patates à un dragon. Et ben là, du coup, les joueurs commencent à se dire ouais, bah moi, je préfère jouer un perso sur char parce que je prends pas de coup fatal et je prends pas de tueur de monstres. Ah ouais, bah du coup, moi, mon perso, il va être au chaud dans un pack d'infanterie parce que je veux pas perdre 600 points juste parce que le mec, il a fait un 6. Et du coup, bah, le tueur de monstres devient peut-être moins intéressant dans certaines méta, dans certains cas. Et du coup, on commence à revenir vers des unités qui vont avoir juste des grosses armes capables de faire du dégât. Alors, on a la Lamogre hein, qui fait PA force plus 2, PA moins 2, damage D3, donc qui est capable de faire des énormes trous dans les unités adverses.
mais qui perd sa capacité à one-shot un seigneur sur dragon ou des choses comme ça. Donc on arrive dans un moment où on est un petit peu à la croisée des chemins. Est-ce qu'on joue anti-méta? Est-ce qu'on joue anti-anti-méta? À quel niveau on va les poser, son unité, sa combo? Ça, c'est aux joueurs en fait de jouer ce qui leur plaît le plus. Est-ce qu'ils veulent une unité qui est capable d'être plus polyvalente et de faire plus de boulot sur l'ensemble des games? Ou est-ce qu'ils veulent un truc où 3 parties sur 4, il va pas faire grand-chose. Par contre, quand il va tomber sur un patron sur dragon, là c'est time to shine, on le one-shot et on s'éclate, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est très intéressant ce que tu dis au-delà du seigneur du bretonien, c'est que la méta, en fait, sans qu'il y ait de changement de règles ou très peu par rapport à Games Workshop, et peut-être que ça devrait réfléchir à ça dans d'autres jeux, eh bien, elle a sa propre vie, c'est-à-dire qu'elle est aussi influencée par ce que jouent les joueurs. Des choses qui paraissent fortes le sont nettement moins à partir du moment où elles sont convenues et que on s'attend à les trouver sur table. À ce moment-là, on arrive dans son tournoi ou dans sa peut-être même dans sa convention, hein, pour les joueurs narratifs. Et on se dit, je vais mettre de l'anti-grosse bébête parce qu'il y a forcément des dragons qui traînent. Et puis, t'as mis beaucoup de points, pratiquement autant de points que pour un dragon. Et puis, en fait, en face, le mec, il a que de l'infanterie. Et on a vu, à une époque, dans Warhammer 40 000 ou autres jeux, eh bien, justement, des surprises dans les tournois, des gens avec des listes complètement faites d'infanterie gagnée, justement parce qu'on croyait qu'ils allaient mettre que des véhicules et quand il y avait des méta-véhicules. Et là, exactement, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de certitude parce qu'au départ, le jeu est sain. À partir du moment où il est broken au départ, ça peut poser problème. Mais là, tout le monde disait attention, les monstres, c'est dangereux, machin. Ça l'est, effectivement, si t'as pas de quoi les gérer. Mais de plus en plus, et c'est pour ça que les formats de 1000 points et voire 2005 sont très intéressants, parce qu'on va avoir des réponses à un petit peu toutes les problématiques dans chaque armée. Et donc ce sera vraiment au skill de placement des joueurs et à la capacité de faire les bons choix qui va mettre en avant des capacités plutôt que les listes. Et c'est toujours la même chose, le Theory Hammer, le List Hammer, c'est bien, ça fait creuser la tête, mais comme dirait JB, la plupart du temps, les gens qui font ça, en fait, ils jouent pas. Donc, c'est dur de faire les deux. Bon, en tout cas, est-ce qu'on passerait pas à la suite, c'est-à-dire tout simplement aux hommes d'armes, c'est-à-dire à la base de la base. Exactement. Et oui, les hommes d'armes. Alors, pour beaucoup de gens, quand on pense bretonien, on se dit la meilleure unité, c'est des gros chevaliers, des choses comme ça. Ne sous-estimez pas ces bons vieux paysans, hein, qui, en plus de ramener à bouffer aux Bretoniens à longueur d'année, sont aussi très compétents sur le champ de bataille. On est sur des unités avec énormément de règles spéciales pour leurs coups. Ils ont un défaut, c'est qu'ils ont la règle levée. La règle levée, en fait, qui fait qu'ils ne peuvent pas utiliser le commandement du général ou la relance de la grande bannière. Et ce sont des paysans. Et donc, chez les Bretoniens, les paysans connaissent leur rang, donc sont capables de prendre le commandement unité de chevalier qui est à côté. Dans tous les cas, on est sur un cumul de règles spéciales. Ils ont la bande de guerre, la warband, donc en fait qui va augmenter leur commandement par rapport au nombre de rangs qu'ils ont, alors par rapport à leur bonus de rang, pour être précis. Donc de mémoire, ils ont la règle horde, donc ce qui leur permet d'avoir jusqu'à +3 à leur commandement. Donc au final, même si on voit une ligne de commandement où on se dit ouais c'est du gobelin, finalement c'est un petit peu mieux. Bande de guerre qui permet aussi de relancer les charges. Donc ça permet aussi d'être un petit peu plus stable sur cet aspect-là. Et ils ont une petite unité qui est bien sympathique parce qu'ils ont 2 champions possibles dans l'unité. Alors le champion classico-classique, hein, ça il y a pas grand-chose à dire dessus. Et surtout le moine du Graal, qui, alors c'est un petit peu cher, c'est 25 points, il peut avoir un triptyque. Ce triptyque te file la règle obstiné à l'unité. Ah mais c'est hyper bien. Obstiné, la première fois où vous allez devoir faire un test de morale, vous allez en fait le réussir automatiquement dans le sens où vous allez vous replier en bon ordre. Donc replier en bon ordre, vous allez reculer du plus grand des 2d6 et vous rallier automatiquement. Donc l'adversaire peut pas vous raser s'il revient en contact derrière. En plus, ils ont la règle mur de bouclier, ce qui fait qu'une fois dans la partie, s'ils ont utilisé des boucliers, donc assez fréquemment quand même, ils vont transformer un résultat à se replier en bon ordre en un céder le terrain. Donc c'est très très agréable en termes de stabilité.
Et en plus, ils ont l'énorme avantage d'avoir des armes un petit peu spéciales qui sont en fait soit des lances, soit des hallebardes. Et en fait, vous allez pouvoir choisir au début d'un combat le profil que vous utilisez. Donc, soit taper sur 2 rangs avec votre force de 3 et utiliser votre bouclier, soit taper avec force 4 PA-1. Et du coup, là, vous êtes à 2 mains, donc vous n'utilisez pas, vous n'avez pas votre bonus défensif, quoi. Une super bonne unité. Faut savoir que par 20, avec toutes les options, donc l'état-major complet, la bannière ne file pas de points à l'adversaire s'il la prenne. On n'a pas les 50 points bonus. Parce que qui s'intéresserait à une bannière de paysan? Plus le moine, on est seulement sur 129 points. Ouais, c'est hyper fort. 129 points pour 20 points de vie, endurance 3, save à 5 qui vont tanker. C'est totalement incroyable dans le jeu. Yes, eh bien je suis bien d'accord et pour les avoir affrontés, je suis doublement d'accord avec toi. On passe maintenant, eh bien, à ta petite chérie, hein, du côté Ah, bretonien, avec Élise. Salut et, à toi. et, Duchard. et voilà, Élise Duchard, donc Élise Duchard, parce qu'ici on n'est pas en Angleterre, on sait prononcer les prénoms correctement. Alors le gros défaut de cette unité-là, on va le dire tout de suite, c'est d'avoir la figurine. Hein. Elle a été OOP comme c'est pas permis, en même temps la figurine est magnifique. Pour que je dise du bien d'une Fig Games en ce moment, faut y aller, mais celle-là est vraiment vraiment classe. Bah, surtout une figue Forge World, hein. Et en résine. Ah bah oui, oui, c'est bête. Bon, Donc on est sur un sorcier défensif, ce qui est assez rare dans le jeu. Alors, en fait, elle n'est que level 3, mais elle a plus 1 pour dissiper. Donc, finalement, c'est comme si elle était level 4. Donc, on a une bonne dissipation, mais on n'a pas tous les avantages qu'on aurait en jouant un sorcier niveau 4. Elle a un petit avantage à la dissipation, c'est que si elle fait un double pour dissiper, c'est comme si elle avait fait un double 6 et le sorcier adverse perd un PEV. Pour vous dire que c'est très très agréable. Et le petit bonus, c'est qu'elle peut avoir 2 sorts primaires. Vous pouvez vraiment aller chercher les sorts qui vous intéressent dans le mentalisme et vous avez 2 sorts signatures à aller chercher. Donc, soit aller chercher les bonus domaine de la dame qui file la régénération, etc. En plus d'aller chercher le primaire de l'élémentalisme. Donc, très très intéressant. Il n'y a pas grand-chose à dire. Le gros défaut, c'est 225 points. Mais sinon, qu'est-ce qu'elle est cool. Qu'est-ce qu'elle est cool. ouais, 225 points, c'est quand même pas si cher que ça pour un des meilleurs sorciers défensifs du jeu, comme tu l'as très bien dit. Ouais. Une figurine qui est en plus super belle sur table, que ce soit la figurine officielle ou un proxy. Hein, y a quand même pas mal de dames de dames montées Sur licorne, ouais. en licorne, sur licorne qui existent chez nos partenaires notamment. En plus de ça, elle a une règle particulière qui est la règle des Bretoniens qui fait qu'elle n'est pas forcément au premier rang et ça c'est énorme aussi. Ouais, ouais, ouais. Le bouclier de la dame est vraiment très pratique. En fait, ça permet à une figurine, donc en gros les demoiselles de la dame, que ce soit les normales ou donc Alice Duchard, à n'importe quel moment de reculer dans l'unité si elle est dans une escouade qui a au moins PU 10. Par escouade de chevaliers, hein, ça marche pas avec les paysans. Donc si vous avez au moins 5 chevaliers dans l'unité, 5 chevaliers montés ou 10 chevaliers à pied, vous allez pouvoir reculer. Alors attention cependant, vous pouvez en effet reculer à n'importe quel moment, mais ce n'est pas une ninja. Elle peut pas reculer, revenir, etc. comme elle le veut. Si vous voulez repasser dans les premiers rangs pour avoir une ligne de vue, etc., ça se fait pendant votre phase de mouvement. Donc attention par rapport à ça, on a des joueurs bretoniens qui les jouaient vraiment en mode hop, j'avance, je recule pendant le même tour. Non, non. À n'importe quel moment, elle peut aller se planquer. Revenir, c'est selon les règles normales des mouvements des personnages. Alors tu parlais de ninja, belle transition cher ami parce que qui sont les ninjas si ce n'est les elfes sylvains, les ninjas de la forêt. Donc on va passer aux elfes sylvains puisque voilà, bah, ils ont les danseurs de guerre. Alors ça ne fait pas partie de ton top 3 mais par contre ton top 3 c'est la branche chimère ou la madriade hein, plutôt parce que voilà hein, bon on va. Alors, les elfes sylvains sont connus pour leurs archers, donc moi forcément je commence par un personnage qui n'a pas d'arc. Un petit personnage esprit de la forêt qui vaut 80 points, qui est level 1 de base. Moi je vous conseille de le jouer vraiment comme ça, avec juste une arme lourde, hein, parce que ça lui permet de mettre des bonnes patates quand même, parce qu'elle a un bon profil de combattant quand même. Hein. On est sur de la CC6, elle a initiative de 6, alors vous perdez l'initiative de 6 avec l'arme lourde, c'est vrai. Mais au moins, ça vous permet de faire 2 patates force 6 PA-2, donc très intéressant.
Elle va que dans les esprits de la forêt. Il faut bien les voir, les règles spéciales des elfes sylvains et des esprits de la forêt qui peuvent pas se mélanger exactement comme ils le veulent. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est simplement de la jouer, voilà, level 1 avec la magie de bataille, parce qu'on est typiquement dans les personnages de corps à corps qui vont avoir des petits sorts d'assaillement intéressants, et notamment le sort signature de domaine de bataille, hein, qui permet de faire des dégâts. Alors, c'est 2d3 touches, force 4, PA-1 de mémoire. Ça vous permet en fait d'avoir un petit personnage qui va appuyer dans les corps à corps, qui va aller défier un champion et le massacrer comme il le faut pour avoir de la résolution de combat grâce aux règles de carnage. Donc voilà, c'est une très bonne unité. Je vois beaucoup de joueurs Elfe Sylvain ne pas en jouer, vraiment mettre des fois juste un pack de Dryade et pas forcément aller chercher la branche chimère avec. Au final, ils se retrouvent toujours dans une situation où il manque pas grand-chose, hein, mais il manque un tout petit truc. Et l'Elfe Sylvain va souvent aller vers du gros tir pour se retrouver à un moment où l'adversaire va être capable de le choper. Vous n'avez pas la puissance de feu en général, en jouant Elfe Sylvain, quoi qu'il arrive, pour être capable de dégommer l'adversaire au tir, comme on l'a vu dans certaines versions. Ce n'est simplement plus le cas. Ça va marcher dans certains match-ups, etc. Attention, hein, je dis pas que le tir est mauvais, mais vous allez toujours avoir un moment où le mec va vous choper. Et là, la petite branche chimère, la petite Armadriade, elle va être capable d'aller mettre les bonnes patates là où il faut, pas coûter trop cher, de toujours vous filer une petite potentielle dissipation en plus, hein, donc même dans les formats 1500 points, c'est toujours agréable d'avoir un petit boost pour tenter d'eux. Et voilà, elle fera son boulot très humblement, mais elle le fera. Et pour aller dans ton sens, il y a d'ailleurs, bon, après quelques mois de jeu, une méta, je dirais, homme-arbre, même s'il n'y a pas forcément d'homme-arbre dans les listes, une méta arbre, on va dire, une méta esprit des bois, qui est en train de se dessiner avec notamment toutes les dryades, la hamadryade et ainsi de suite, souvent en tirailleur, et pas évident à gérer, avec une bonne endurance, pas beaucoup d'attaques, c'est pas extrêmement fort, mais quand même il faut y aller, quoi. Ouais, il y avait même un joueur sur SN Battle Report qui avait tenté une liste full esprit de la forêt juste à la sortie du jeu. Il avait des bons résultats avec, hein. Alors vous avez juste une taxe obligatoire d'un pack d'archers. Bon, bah, vous mettez Ouais, 5 archers et puis je crois qu'il prenait des figurines Age of Sigmar parce qu'il y a des esprits de la forêt avec arc. Et exact. donc en leur mettant les bonnes options, il arrivait à se faire une armée qui visuellement était vraiment nickel en termes de Sylvanette. Et ça rend bien, c'est efficace, ça fait le boulot. Alors est-ce que c'est auto-win? Clairement pas, mais en même temps vous êtes à The Old World, hein, faut pas se tromper de jeu. Et ça vous permet d'avoir une vision totalement différente d'une armée standard d'Elfe Sylvain. Si l'adversaire vous dit je fais une partie, je joue d'Elfe Sylvain, il va s'attendre à une ribambelle d'archers qui tire à 32 pouces. Vous allez lui tomber dessus avec des hommes arbres, des dryades qui vont sortir des bois, qui vont invoquer des bois et lui casser la bouche à coups de branche. Ça va clairement le surprendre. Ouais, tout à fait. Et en plus de ça, c'est là encore, comme pour les contes vampires, la possibilité d'avoir plusieurs armées en une, ce qui est un vrai plaisir. On va passer maintenant à une deuxième unité de ton top 3, et là on est sur de l'unité un petit peu plus classique, à savoir les éclaireurs du Grand Bois. Unité de base. Une unité de base, très très bonne unité de base. Alors vous pouvez en avoir en base, après sinon elles sont en spécial si vous les spammez. Mais très très bonne unité de base. Donc on est sur du tireur Elfe Sylvain, donc avec un profil d'elfe et tout ce qui va avec, mais avec une chier de règles spéciales. Moi, j'aime bien les jouer à 15 points avec les flèches qui filent attaque empoisonnée. Donc un petit pack de 10 avec attaque empoisonnée, c'est une dizaine de pruneaux à 32 pouces qui vont toucher en général à 4+. Les 6 baisseront auto, donc très très intéressant. Et en termes de règles spéciales, donc en plus d'être un elfe sylvain, hein, donc d'avoir un arc à 32 pouces avec PA-1 sur les 6 pour blesser, bah là vous allez avoir bon, la règle évasif, donc ils vont être capables de se décaler quand ils vont se faire, enfin de reculer en bon ordre quand ils vont se faire cibler par un tir, un projectile magique, etc. Donc c'est très très intéressant quand vous jouez elfe. Bizarrement en elfe, ce qui vous fait le plus mal, c'est les bonnes vieilles boules de feu. Un bon projectile magique dans un pack d'elfes, là en termes de rentabilité, c'est la folie. Vous pouvez limite rentabiliser un petit sorcier niveau 2 si vous claquez une boule de feu dans un pack d'elfes, quoi. Donc ça c'est intéressant. Bah, là ça vous permettra de vous décaler. Vous avez le tir et fuite, donc vous allez pouvoir tirer et fuir en même temps quand vous faites charger. Vous avez un mouvement à couvert, vous êtes scout, donc vous allez pouvoir vous déployer une fois que les deux armées sont déployées à plus de 12 pouces de l'adversaire, donc une position idéale.
Et en plus, vous êtes tirailleur. Donc, comme on a parlé, ligne de vue à 360 degrés, etc., etc. Que des bonnes règles spéciales pour une unité. Bon, encore une fois, c'est de l'elfe, hein, ils sont habitués, ils vont dire ouais, mais tu sais, c'est un peu cher, etc. Si cette unité-là était dans n'importe quelle autre armée, croyez-moi, elle serait jouée en masse. Là, bon, comme d'hab, c'est des elfes, ça fait un peu la fine bouche, quoi. Oui, bon, ça va. Hein. Bon, alors moi, je voudrais juste qu'on revienne sur tirer fuite. Quand on est à tirer fuite, est-ce que quand on cherche à se rallier, on a des bonus comme l'ancien fuite feinte ou pas du tout? Non, non, il faut vraiment avoir les deux. En fait, quand vous faites un tir et fuite, vous allez tirer et fuir. Et si vous avez par contre la règle fuite feinte, ça vous permet de vous rallier automatiquement après une fuite. Eux ne l'ont pas. Si vous voulez des unités comme ça, il faut aller chercher du forestier, des choses comme ça. Voilà. Donc tu vois, c'est pas si pété que ça. En tout cas, ça fait plaisir que Voilà, tu aies choisi voilà. une unité normale. Ça fait normal. On parle des elfes. Allez, on passe maintenant. Alors là, il faut pas se tromper quand on la prononce. Aux sœurs de l'épine. Ah, il y aura forcément des jeux de mots marrants quand elles seront sur table. Voilà. Ouais, des petites sœurs de l'épine. Très bonne unité, alors un petit peu cher, 24 points de pièce, mais qui les vaut largement. Une petite cavalerie. Il y a deux règles spéciales très intéressantes. La première, c'est qu'ils se promènent avec une invulnérable à 4. Autant vous dire que c'est c'est pas courant du tout. Alors ça veut dire vulnérable à la saturation, mais être capable d'encaisser des pruneaux assez intéressants, hein. Mathématiquement, je pense que c'est l'unité de cavalier qui peut se prendre un boulet de canon et avoir le moins de dégâts, le moins de dégâts possible. Mais surtout, ils ont une capacité moi, que je trouve vraiment fantastique. Alors, qui vous impose de jouer un état-major, clairement. Donc, c'est le couvent. Donc, en fait, ils choisissent un sort que vous choisissez juste avant le déploiement. Et vous le choisissez soit en magie de bataille, soit en élémentalisme. Et c'est lancé comme un objet de sort. Donc, pas de fiasco, etc. C'est assez intéressant par rapport à ça. Plus de 1 pour lancer le sort si vous avez un champion, et ça passe à plus 2 si vous avez un champion et une bannière. Clairement, c'est l'unité parfaite pour aller chercher le vortex de la magie de bataille. En fait, c'est le seul vortex que vous guidez. Et ça vous permet d'avoir une unité qui bouge très très bien, qui va être capable d'aller mettre son vortex là où il faut, et après de se barrer très lâchement une fois que le vortex a été posé. N'oubliez pas, on vous renvoie sur la vidéo sur la magie à The Old World. Il pourrait être apporté pour dissiper un vortex. Il faut être apporté du magicien qui l'a lancé, ou alors tenter votre fatidique. Donc, faut faire attention par rapport à ça. C'est très compliqué d'aller le chercher. Et si l'unité a posé son vortex et s'est barré en courant, comme le font très très bien les elfes, là vous allez galérer à essayer de faire du fatidique pour aller chercher la dissipation, quoi. Yes, et on rappelle que pour les vortex, comme pour tous les restes en jeu, il faut faire, parce qu'il y a dans la traduction française, c'est pas tout à fait clair, il faut faire au-dessus du score. Il faut faire au-dessus. C'est une dissipation classique. Donc le petit vortex en question, de mémoire, c'est sur du 9. Donc il faut faire 10. Et c'est pas si facile que ça, avec une dissipation, par exemple, fatidique. Ouais. Si vous avez le plus 4 pour dissiper, il n'y a pas de souci, vous allez le goumer. Mais encore une fois, il faut que votre sorcier soit à portée du sorcier adverse qui a lancé le sort. Et c'est là où les sœurs de l'épine sont vraiment très intéressantes. Yes, tout à fait. Bah, en plus de ça, là encore, alors là c'est la problématique de ces figurines là, c'est qu'il faut les trouver, mais là encore à l'époque elles étaient sorties en V8, donc on peut espérer les retrouver dans des kits quand Games Workshop ressortira les elfes sylvains. Bah dis donc, tu t'es pas mal démerdé quand même, hein, sur les oreilles pointues. Je t'attends au tournant avec les suivants, je te rappelle. Ma faction de cœur. Et justement, nous allons, pour ceux qui seraient encore là, à ce moment-là de la vidéo, le mot... Ah non, non, je suis pas d'accord. Si. Non, ça peut pas être ça le mot-clé. Non. Si. Le mot de clé, ce sera Bon, Eltarion. Et voilà. Le tueur de gobelins. Comme beaucoup de monde. Bon, allez, on commence tout de suite avec un autre qui est un tueur de gobelins. En tout cas, il faut pas que les gobelins se mettent sur sa route, à savoir le prince sur dragon himself.
À tout seigneur, tout honneur, hein, forcément, le prince sur dragon stellaire. Alors, vous pouvez aller plusieurs, vous pouvez le mettre en dragon lunaire ou autre. Mettez le plus gros dragon, vous prenez pas la tête. Il traumatise un petit peu la méta. Il y a deux manières de le jouer. Soit vous lui mettez, soit vous montez sa sauvegarde à 2+. Quel cas, il aura souvent une lance de cavalerie ou une arme lourde. Soit vous lui mettez une petite arme tueuse de monstres. Et là, comme vous voulez lui mettre une invulnérable et une régénération, vous allez trouver l'équilibre. Mais voilà, vous avez accès à la graine de renouveau, la graine de renaissance qui vous file une régénération à 5. Il y a un astérix, donc chacun de vos personnages peut l'avoir. Moi, comment je l'aime bien, voilà, c'est l'épée tueuse de monstres, la graine pour avoir la régénération à 5 et l'invulnérable à 5+. Ça lui donne juste une 3+. Encore une fois, juste une 3+. Hein, c'est souvent ce que pas mal d'armées aiment bien aller chercher. Et ça vous fait, voilà, vous avez votre énorme ton capable de casser des bouches, le dragon, et en plus le patron qui va faire du tueur de monstres avec attaque en premier, hein, parce que oui, c'est un noble, c'est un noble elfe. Donc lui a toujours attaque en premier, donc il tape à initiative 10. Et ça vous fait une unité qui est capable de tout faire, quoi. Elle est capable d'aller chercher beaucoup d'unités. Elle ne craint globalement que les tueurs de monstres et les machines de guerre adverses. Et encore une fois, avec la double sauvegarde, c'est-à-dire régénération et invulnérable, vous allez vraiment être capable d'encaisser même les plus gros pruneaux. Même un tir de catapulte, si vous avez la version avec sauvegarde à 3, vous allez faire une save à 6, une invu à 5, une régène à 5. Les probas de tanker la blessure sont quand même assez élevés. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, on a le duc qui est un régulateur de méta. Là, on a le patron au elfe, et un petit peu comme le chaos dans certaines conditions, qui vont être des unités qui vont marquer la méta, et en tout cas ce début de méta Outworld. Yes. Ah, ça fait plaisir de t'entendre dire du bien des oreilles pointues. Alors... J'en dis pas vraiment du bien, je dis que c'est fort. Gna 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 gna. Allez, on passe aux gardes maritimes. Voilà, ça te va? C'est pas une unité trop forte, ça? Ouais. Prince d'elfe, encore une fois. Bon, qu'est-ce qui est fort? Des lanciers, c'est fort à The Old World. Des elfes, c'est fort à The Old World. Les archers, c'est fort à The Old World. Si on mettait tout ensemble, bravo, vous avez une garde maritime. Ah, mais c'est juste fort. Il y a d'autres mecs qui peuvent faire des... on va leur mettre une règle spéciale totalement pétée. Mais quelle bonne idée! C'est pas vrai, c'est pas pété la discipline navale. Rajoute à peine. Non, garde maritime, super unité, un mélange de lanciers et d'archers, donc ça c'est très 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 bon. En fait, elle a une règle spéciale qui est la... discipline navale. Discipline navale, je te remercie. Qui vous permet simplement de redresser les rangs après que vous ayez maintenu et tiré. Redresser les rangs, ça veut dire que vous allez pouvoir changer le nombre de figurines au premier rang de votre unité de plus ou moins 5. Donc par exemple, si vous êtes au hasard 10, quand vous allez vous charger, vous pouvez mettre jusqu'à 5 mecs derrière de manière à passer en rang de 5. Et donc d'être un peu plus intéressant en termes de lance, etc. Ça crée des moments très frustrants pour l'adversaire parce que déjà il va se prendre ses pruneaux. Comme on l'a dit dans les nains, les morts que vous faites en contre-charge comptent pour la résolution de combat. Donc si vous arrivez à tuer une ou deux figues, c'est toujours +1, +2 à la résolution de combat, donc c'est très intéressant. Et surtout quand vous allez réduire votre front, si l'adversaire devait arriver sur l'unité la plus proche, qui était votre mec le plus à gauche, comme vous allez vous recentrer, vous allez augmenter sa distance de charge. Donc le mec vient se prendre un tir de contre-charge, il va devoir ta distance grandir et donc potentiellement louper en plus sa charge. Donc très énervant pour l'adversaire, une très très bonne unité pour l'OL. J'avais pas envisagé ça, moi, que on se reforme par le centre et qu'on, du coup, j'avoue que je mettais les figurines derrière. Je poussais pas le vis jusqu'à reculer. En fait, c'est-à-dire que si t'es en ligne de 10, forcément, vu que t'as 3 figurines à gauche et 2 figurines à droite, par exemple, qui vont reculer, si l'adversaire, la figurine la plus proche, c'était celle de gauche, forcément, celle-là, elle sera plus oui, tout à fait. Je pensais en frontal. Oui, tout à fait. Pardon, j'avais pas compris. Non, si l'adversaire te charge vraiment au front, il y aura pas de modification. On rappelle aussi que, ils ont des lances, donc ils ont +2 en initiative quand ils sont chargés, +1 parce que c'est des elfes, +1 parce que c'est une lance. Donc ça, c'est pas mal. Et puis on rappelle aussi qu'ils ont une autre règle qui leur permet de taper dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en fait, ils font, avec leur lance, des attaques de soutien sur les côtés. Oui, c'est fort.
Je veux dire, au bout d'un moment, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Et n'oubliez pas, c'est une base. Bah oui, c'est la Vous pouvez base. même leur payer vétérans. Enfin, je veux dire, Alors, justement, à ce niveau-là, toi, tu les mets par groupe de combien? Parce que c'est quand même 12 points, enfin, c'est 11 points plus le bouclier, 12 points la figurine. C'est quand même assez cher, donc tu les mets par par 20 avec combien? vétérans. Par 20 avec vétérans. Ah ouais? C'est un pack à 277 points. Le pack de 20 état-major complet vétéran. Et ça t'ancre la ligne comme personne, quoi. Tu peux aussi leur mettre une bannière magique aussi, et c'est vrai que là, et même un petit objet magique pour le champion, au cas où, pour faire la petite surprise. Ah, tu peux notamment aller chercher des petites armes. Alors, soit si tu mets une petite attaque enflammée ou des choses comme ça, histoire juste d'avoir le bonus arme magique, mais en cas d'éthéré ou de choses comme ça en face. Mais ce que j'aime bien aller chercher, c'est les petits objets qui te filent un petit point de résistance à la magie ou des choses comme ça. C'est toujours agréable et ça peut faire la petite différence de temps en temps. Après, encore une fois, un champion, ça meurt à The Old World, parce que l'adversaire aime bien le focus, etc. Donc, investissez, mettez pas trop de points dans un champion, dans tous les cas. On passe à la dernière unité d'ailleurs de cette review avec, eh bien, tel Gandalf moyen, tu appelles les grands aigles. Alors, bah vas-y, hein, feu patate. Exactement. Tolkien a été perturbé par l'arrivée des Américains pendant les guerres mondiales. Moi, de la même manière, les aigles, ça me perturbe quand ça arrive, et en général, ça fait un beau boulot. Le grand aigle, 60 points de finesse, 3 P vendu 4. Alors, pas de sauvegarde, hein, ça reste un piaf. Créature monstrueuse, attention, il n'a que PU, il a une PU de 3, il n'a pas le bonus suffisant pour avoir l'ordre serré. Mais par contre, bah voilà, ça tape fort, ça vole de 10. Alors son attaque de bec de bec pardon n'a pas de PA. Il faut faire un 6 pour blesser pour qu'elle ait PA -2, mais c'est quand même dégâts 2. Donc c'est toujours sympathique. Donc en gros, ça lui fait deux attaques force 4 PA -2 et une attaque force 4. Il faut faire un 6 pour avoir une PA de -2 et dégâts 2. Donc de quoi faire du dégât. Ça coûte pas cher, ça va choper les machines de guerre comme personne. Ça vous fait un petit soutien sympathique, hein, parce que les attaques PA -2, l'air de rien, avec une bonne CC, il a quand même CC 5 le PPR, donc il va toucher très fréquemment à 3+. Donc voilà, c'est assez intéressant. Son gros défaut, c'est son commandement de 6. Mm. Et bah, l'air de rien, ça veut dire que s'il est un peu tout seul ou autre, s'il y a un petit test de panique qui apparaît, il peut facilement disparaître. Mais c'est une unité qui est très très pratique. Donc voilà, profitez-en autant que vous pouvez. Il a même un petit stomp en plus en bonus, hein, un petit piétinement, donc une petite attaque et une petite touche automatique de force 4 à la fin du combat. Ça va faire le boulot pour aller chercher les petites unités, aller charger un flanc de cavalerie, des choses comme ça. Donc voilà, encore une fois, si vous pouvez, profitez-en et n'hésitez pas à en abuser. C'est plus difficile à jouer qu'une baliste, mais ça vous donnera beaucoup d'opportunités tactiques. Ouais, c'est un anti-machine de guerre hein, depuis toujours. Maintenant, méfiez-vous, il est règle spéciale ordre serré, mais il est PU de 3, donc il n'a en fait pas ordre serré, hein, clairement. 60 points, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, effectivement, pour une endurance de 4, mais quand même 3 points de vie. Maintenant, n'oubliez pas non plus qu'il a 3 attaques, mais sur ces 3 attaques, vous devez faire une griffe cruelle et vous devez faire une gueule dentelée. Et la dernière attaque est une attaque classique. Voilà, bon, c'est une super figurine aussi parce qu'on peut la trouver notamment chez nos amis imprimeurs, mais aussi dans les figurines Seigneur des Anneaux. Donc on arrive globalement on arrive à en trouver parce qu'aujourd'hui à The Old World, on va pas se mentir, des fois la difficulté c'est de trouver les figurines. J'aime beaucoup les grands aigles. Eh bien voilà, merci beaucoup Corbac pour ce premier volet du top 3 qui était bien fort intéressant. Je tiens à te remercier tout particulièrement parce que tu m'as amené cette idée d'émission et puis au départ je me disais tiens est-ce que ça va, mais en fait oui, quel que soit son niveau c'est tout à fait on apprend plein de choses et c'est tout à fait intéressant, ça ouvre le champ des possibles comme disent les pubs pour les gâteaux. Donc on se retrouve très bientôt pour le tome 2 de ce top 3 avec les hordes sauvages. Là on va aller plus dans ton coin et puis après il y aura un top 3 volume 3 avec les armées Legacy.
Merci encore beaucoup d'être venu sur cette émission, mon cher Corbac. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à la partager autour de vous. C'est important que la chaîne se fasse connaître parce que c'est vrai que comme elle s'appelle 40 000, eh bien, certains pensent qu'on ne parle pas de The Old World, mais c'est 40 000, c'est comme 30 millions de consommateurs, hein, donc ça, c'est pas 40 000 juste pour 40 000. Donc voilà. Et n'hésitez pas, si vous en avez la possibilité, à nous soutenir par son Tipeee. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Et comme vous le savez sans doute, si vous êtes tipeur de la chaîne, vous avez le droit à plein d'avantages chez nos partenaires, les soutiens de la chaîne. Vous les voyez tout autour de nous. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures, mais d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise... Chagat, t'es rien. Hein.